catch ou plusieurs fenêtres? Alors c'est maintenant, je vous laisse penser, je vous laisse discuter. Alors vous pouvez toujours, vous avez compris le bloc finally? C'est-à-dire, vous avez compris, en tout cas, de toute façon, c'est un bloc qui s'exécute quelles que soient les situations. Maintenant, reste à trouver des applications. À quel niveau on peut l'appliquer? Alors, votre collègue, il est déjà en train de penser à un exemple. Par exemple, quand vous voulez faire un traitement, notamment des connexions vers les bases de données, au début, vous allez établir une connexion à la base de données, et après, vous commencez à faire des traitements. Et après, ces traitements, parfois ça marche, parfois il y a des cas exceptionnels, n'est-ce pas? Alors après, vous dites, de toute façon, que si ça marche ou ça ne marche pas, je dois fermer la connexion. Ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, déjà un exemple, fermer la connexion, quelles que soient les situations, par exemple, n'est-ce pas? Alors sinon, vous serez obligé, ici, à la fin du code, vous allez fermer la connexion et vous allez les fermer à l'intérieur de chaque catch, par exemple. Mais après, vous allez voir, il y a des situations, par exemple, dans la gestion des transactions, parce que ça, on va en parler par la suite, quand vous allez faire des courses sur les bases de données, ça arrive parfois que vous aurez besoin de ce genre de traitement. Je vous donne un exemple, mais on aura l'occasion de parler d'autres exemples. Alors, par exemple, la gestion des... Vous savez ce que c'est les transactions? Alors, imaginez que je vous demande d'effectuer une méthode qui permet d'effectuer un virement. Une méthode qui permet d'effectuer un virement d'un compte vers un autre. Alors, ça veut dire quoi, effectuer un virement d'un compte vers un autre? C'est-à-dire, on va retirer de l'argent d'un compte et on va le verser dans un autre. Alors, imaginez bien. Alors, s'il n'y a pas ce qu'on appelle les transactions, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le risque, c'est quoi? Je viens de retirer de l'argent d'un compte, ça y est, j'ai déjà enregistré comme quoi j'ai effectué le retrait. Alors, au moment où je vais faire un versement, il y a une coupure de courant, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème qui va se poser? Ben, vous avez retiré de l'argent d'un compte, mais vous n'avez pas effectué le virement. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que normalement, un virement, c'est deux opérations. Alors, pour éviter ces problèmes, généralement dans la programmation, on utilise ce qu'on appelle les transactions. En fait, les transactions, c'est un concept qui vous dit qu'avant d'exécuter une opération, il faut ce qu'on appelle commencer une transaction. Et quand on commence une transaction, en principe, toutes les opérations que vous faites dans la base de données, soit enregistrer, sélectionner, update et tout ça, en réalité, les données ne sont pas encore enregistrées dans les tables. Ils sont enregistrés quelque part, hein, dans un endroit temporaire. Mais à la fin, si vous faites un commit, c'est-à-dire valider la transaction, c'est à ce moment-là que vous allez enregistrer toutes les données. Et si vous faites un rollback, ce qu'on appelle annuler la transaction, ben on va annuler le tout. Alors, vous voyez donc, par exemple, pour effectuer un virement, quand vous allez faire plutôt une transaction, c'est-à-dire que si les deux opérations, versement et retrait, je commence une transaction, j'effectue le retrait, il n'y a pas de problème. J'effectue le versement. Mais s'il y a un problème, et bien tout simplement, l'opération génère une exception. Et quand elle génère une exception, tout simplement, on fait un rollback. Alors après, par la suite, vous allez voir que si vous voulez gérer vous-même les transactions, vous serez amené à utiliser le bloc finally parce que à un moment donné, vous allez décider est-ce que vous allez faire un commit ou bien un rollback. Donc ça, c'est des exemples assez pratiques que vous allez voir. Mais après, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le bloc finally pour résoudre un problème? Non. Je viens de dire que si vous voulez fermer la connexion, vous pouvez la fermer aussi bien au niveau des exceptions que ou tout simplement vous la mettez à la fin carrément à la fin de l'application. C'est pas toujours assez commode parce que de toute façon, même si vous ne mettez pas le bloc finally, parce que c'est ce que vous allez me dire, c'est ça, c'est-à-dire vous supprimez le bloc finally, d'accord? Ben ça va marcher, c'est le même traitement. Quelle que soit la situation, j'exécute ça. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres solutions. Mais le bloc finally, il a été créé pour justement pour encore structurer du code. C'est pour dire que ce traitement-là, finally, c'est un traitement exceptionnel. C'est un traitement qui est lié, si vous voulez, qui n'est pas lié aux tâches métiers. Pour ça, c'est des exemples. Je crois qu'on a terminé maintenant la partie qui concerne les exceptions. Voilà ce qui... On résume. Est-ce qu'il y a un moyen de corriger, par exemple, l'erreur dans un bloc catch et continuer le code? Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Ben, tout simplement, c'est while. Alors, c'est des boucles, vous faites tourner votre application dans des blocs. Alors, ça, c'est pour des applications sur console. C'est-à-dire que quand il y a problème, on va lui demander
De saisir. Alors, dans ce genre de situation, vous faites, par exemple, quand vous lisez, vous dites try catch. Je vais essayer de lire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il n'y aura pas d'exception. Dans cet point versé, MT1, est-il un moyen, par exemple, si c'est négatif, donc je corrige la variable, oui, par la valeur positive, et je continue l'exécution de là où il s'est arrêté. Oui, alors maintenant, la même chose, si vous voulez régler ça, donc je vous laisserai dans des applications tenter à faire ces choses. Alors si vous voulez régler le problème vous-même dans une application sur console, vous allez utiliser donc des techniques algorithmiques classiques que vous utilisez, n'est-ce pas? Alors quand il s'agit des applications, par exemple les interfaces graphiques, vous savez que ce problème ne se pose pas, parce que vous avez une interface, vous avez une zone de texte, vous allez saisir, vous cliquez, mais après de toute façon l'interface elle est toujours là, n'est-ce pas? Il dit quand même si vous faites un cache, vous affichez un message, mais l'interface elle est toujours là, l'utilisateur il peut toujours saisir, n'est-ce pas? Mais dans une application sur console, ça nécessite un peu de réglage. Alors on va résumer. Donc nous avons dit que rapidement, on va résumer, après on va passer aux entrées sorties. Alors déjà la première des choses, c'est que deux types d'erreurs qui peuvent être produites au niveau de l'application. Il y a des erreurs qui sont produites au niveau de l'SGVM, c'est généralement des erreurs de type error. Alors on n'a pas traité ça parce que généralement le programmeur n'est pas responsable des erreurs qui vont être produites au niveau de la JVM. Mais quand même il y a des applications parfois dans lesquelles vous aurez besoin de... Parce qu'il y a des applications particulièrement très complexes dans lesquelles vous aurez besoin de prévoir ces cas-là. Alors, nous, on traite les exceptions qui sont générées par l'application. Il y a deux types d'exceptions. Il y a les exceptions surveillées, alors généralement, et les exceptions non surveillées. Alors, les exceptions non surveillées, généralement, c'est des exceptions qui dérivent de la classe runtime exception, comme par exemple arithmetic exception. C'est une exception qui n'est pas surveillée. Alors, une exception surveillée, c'est quoi? C'est une exception qui est signalée par le compilateur. Le programmeur doit la traiter, sinon le programme ne sera pas compilé. Une exception non surveillée n'est pas signalée par le compilateur et votre programme peut être compilé même si vous ne l'avez pas traité. Alors, si vous voulez traiter une exception, on utilise le bloc try catch. Alors, essayez d'exécuter. S'il y a problème, je vais capturer l'exception. Et quand je fais un catch, vous avez plusieurs manières de traiter. Vous pouvez faire appel à la méthode getMessage qui permet d'afficher le message de l'exception. Vous appelez la méthode toString pour afficher le type d'exception et le message. Également, vous avez également la méthode printStakeTrace qui permet d'afficher la trace de l'exception. Alors, il a également parlé comment générer une exception. Si vous voulez générer une exception dans votre application, vous utilisez throw, new et vous générez l'exception. Quel type d'exception? Soit les exceptions surveillées, vous pouvez générer une exception, ou une exception non surveillée. Alors, et du coup, donc, vous serez obligé d'utiliser throws exception quand il est surveillé. Alors, pour traiter une exception, donc, vous serez amené à utiliser try catch. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est ignorer l'exception. C'est ajouter le bloc throws. Donc, deux solutions. Alors, on a vu également comment générer une exception surveillée. Si vous voulez générer une exception non surveillée, vous pouvez utiliser runtime exception. Ça fait? Et après, enfin, on a vu comment créer les exceptions. Alors, pour créer une exception, vous créez une classe qui dérive de la classe exception, si vous voulez qu'elle soit surveillée. Sinon, vous dérivez de la classe runtime exception. S'il n'est pas surveillé, il n'est pas là. Mais vous pouvez deviner. Donc, si vous héritez de runtime exception, donc il devient une exception qui n'est pas surveillée. Et après, on a également utilisé le bloc finally. Il devrait être écrit quelque part. Le bloc finally, c'est un bloc qui s'exécute. Alors tout ça, on l'a fait. Hein. Voilà. Alors, quels que soient les différents scénarios, le bloc finally. Alors, vous avez maintenant vous savez maintenant ce que c'est.